Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place auprès du feu est celle des monstres et merveilles. Hier, je racontais la merveilleuse histoire de la lune plate qui devint ronde. Quand tout à coup, à l'instant le plus palpitant, j'ai eu un trou de mémoire, je ne me rappelais plus la suite. Je ne m'en rappelle toujours pas d'ailleurs. Alors j'ai regardé tous ces gens qui m'écoutaient bouche bée et je me suis demandé ce que je ferais le jour où il n'y aurait plus d'histoire en moi, le jour où le puits serait à sec. À quoi pourrait servir un conteur qui ne sait plus compter? Et je me suis souvenu d'une époque où ce fut exactement ce qui m'arriva. Et oui, hier soir, j'ai oublié la fin de l'histoire. Et c'est pourquoi je suis sorti et j'ai offert mon dîner et ma soupe à un mendiant. Notre soupe. Naturellement, les sots vont me croire plus sot qu'eux et les sages crieront que je suis devenu fou. Car un sot mange sa dernière pomme de terre, tandis que l'homme sage la plante. Et cela dit, chacun sait parfaitement que les mendiants sont rarement ce qu'ils prétendent. Tu n'as pas planté de pommes de terre, tu as donné notre soupe. Et qui était cet homme sinon un mendiant? Je vous garantis que c'était un mendiant. Hein, tu sais... Il y eut un temps, voyez-vous, où moi-même je fus obligé de mendier. Ce fut une rude époque, une époque de grand froid, une époque où le pays avait faim et où seuls les riches conservaient leur bedaine. Et moi je vagabondais le ventre creux et la tête vide, sans amis, sans foyer. Et un matin, j'arrivais dans un nouveau royaume, devant un grand palais. Et là, je m'arrêtais parce que j'avais reniflé les chaudes et succulentes odeurs d'une cuisine où rôtissaient des gibiers. J'allais frapper pour demander l'aumône quand... Hors d'ici! Et que je t'y reprenne à rôder autour de mes cuisines. Bonjour, messire. Je fais frire les mendiants qui me font perdre mon temps. Oh, vous avez bien raison. C'est une excellente habitude. Auriez-vous de l'eau à me donner, messire? Quoi? Quelques gouttes suffiront. J'ai là un beau caillou, voyez. Et avec un petit peu d'eau, je pourrais confectionner une soupe pour mon ami et moi. Comment ça, une soupe? Oh, ce sera délicieux. Tu te moques de moi? On ne fait pas de la soupe avec un caillou. Voici ton eau, ta marmite et ton feu. Voyons un peu cette merveilleuse soupe. Merci, merci. Combien de temps cela va-t-il prendre? Oh, à peine une petite heure. Très bon. Oh, excellente votre eau. Et le pauvre cuisinier reste debout à mes côtés pendant 1 heure, tandis que je surveille ma soupe, un simple caillou dans une marmite d'eau bouillante. Alors, ça va être bientôt prêt. Oui. Auriez-vous un peu de sel? Du sel! C'est presque parfait. Auriez-vous un peu de sauce? Du bouillon, 1 goutte me suffira. La sauce! Et après la sauce, les légumes verts, et puis les pommes de terre, et les pois et les fèves, tout ce qu'il y avait. Viande. Assez où l'on ne sentira plus la fine saveur du caillou. C'est prêt. Mais rappelez-vous bien surtout que ce n'est qu'une humble soupe au caillou. Elle est bonne, très
bonne, votre soupe aux cailloux. Je vous l'offre. C'est mon cadeau. Merci. Hop. Gris de fureur, le cuisinier me fait conduire devant le roi. Il demande justice pour lui et châtiment pour moi. Il veut m'ébouillanter, mais moi, je n'entends rien d'autre que la musique divine produite par mon ventre plein. Réponds-moi, Sa Majesté, insolent. Pardon? Quel est ton métier, pauvre fou? Nous le ferons graver sur ta pierre tombale. Je suis un conteur d'histoires, un faiseur de rêves. Je sais danser et chanter. Quand j'ai mal aux pieds, je sais marcher sur les mains. Je connais 7 mots de latin, quelques tours de magie. Je tire les cartes. Je sais aussi comment vaincre un dragon. Je sais additionner, mais pas soustraire. Une fois, j'ai avalé 34 huîtres en 1 minute. Je ne suis pas un esclave. Je suis un luxe, ce qui fait que je suis essentiel. Excellent. Et tu sais même faire la soupe avec un caillou. Excellent. Et faire tourner en bourrique un cuisinier. Mais votre majesté... Des histoires. De belles histoires, des histoires gaies. Certaines le sont, d'autres moins. Et d'autres pas du tout. Oh, sire, ordonnez le châtiment. Le châtiment. Oui. Ton châtiment, le voici. J'ordonne que chaque jour, pendant une année entière, tu me racontes une histoire. Et pour chaque histoire, je te paierai un ducat d'or. Qu'en dis-tu? C'est le prix que je demande. Mais s'il arrivait que tu ne saches plus d'histoire, je te donnerai au cuisinier pour qu'il te jette dans son huile bouillante. Naturellement. Naturellement. Oh, mes chéris, oh, les merveilleux jours qui s'ensuivirent. L'abondance, beaucoup de tout, presque trop parfois chaque jour, mon ventre bien tendu, ma bedaine bien ronde. Oh, imaginez ma joie. Une charge auprès du roi, un serviteur, un lit de plumes, un habit de soie tout brodé de pièces d'or et d'argent. Béatitude. Après le souper, je m'installais auprès du feu pour dire mon histoire à mon souverain. Et il ne s'endormait jamais. Quoi de meilleur pour un artiste que de recevoir le pain qu'il mange et le vin qu'il boit et que d'avoir un public attentif et chaque soir un trait sur le calendrier doré et une caresse avec ma nouvelle femme. Cette femme, Maria. Et l'année passa et le dernier jour se leva le dernier matin, la fin de mon doux châtiment. Je m'éveille tout heureux d'être vivant. Je touche ma femme toute douce dans notre lit. Les ducats d'or débordent de mon pot. Et croyez-moi ou pas, je ne me rappelle plus aucune histoire. Alors je me lève et je cours au dehors à la recherche de ma mémoire. Et la peur me tord le ventre, mon pauvre ventre si bien repu. Mais rien, rien. Mon esprit est vide, il ne pense qu'à une chose, l'huile bouillante dans le grand chaudron. Mon époux, voici un visiteur. Oui, je vois. Te rappelles-tu de moi? J'ai partagé un jour ta soupe aux cailloux. C'est vrai? Tu es soucieux? Non, non. Peut-on faire quelque chose pour vous? Avez-vous faim ou soif? Voulez-vous de l'argent? Oh non, messire, j'ai ce qu'il me faut. Il se trouve que j'ai 364 ducats d'or. Oh. Oui, et je suis venu pour les jouer contre les vôtres. Mon époux, messire, est imbattable au dé. Mais bien sûr, toutefois, je ne veux pas jouer d'argent. Mon enjeu est bien plus grave. Il me faut trouver une histoire avant que la nuit ne tombe, sans quoi... Je sais, je n'aurais pas dû, mais son or étincelait. J'aurais dû dire non, mais son or scintillait. Le matin se passa et emporta ma fortune avec lui. Et voilà, je n'ai pas d'histoire et je n'ai plus d'argent. Veux-tu poursuivre? Avec quoi? Ta femme. Ta femme contre tout mon or. Jamais. Non, vas-y, joue-moi. Je suis sûre que tu gagneras. Je ne veux pas, je ne te jouerai pas. Je peux oublier mes histoires et perdre ma fortune, je peux bouillir dans l'huile, mais je ne veux pas te perdre. Joue. Je sais que tu vas gagner.
C'est contre mon vœu. 2. Qu'est-ce que vous faites? Il est désormais mon mari, messire. Et il est de mon devoir de l'aimer. Alors j'ai tout perdu. Voudrais-tu jouer encore? Avec quoi? Je n'ai que du vent. Je vais tout miser cette fois. La femme, l'argent, contre ta propre personne. Peut-être vas-tu gagner. Tu veux que je me joue moi-même? Pourquoi pas? Je n'ai plus rien d'autre à perdre. Deux, 6. Naturellement. Voilà, Seigneur, me voilà votre esclave en ce jour d'infortune. Comptez-vous m'attacher comme un chien? Non, comme un lièvre. Ah. Oh. Comme c'est drôle! Au secours, je crie, je hurle, j'appelle, mais rien ne sort de ma bouche, rien qu'un couinement, un couinement. Ma femme bien-aimée, viens à mon aide. Non, ça ne sert à rien de te débattre, tu ne m'échapperas pas, vilain garçon. Tu es mon esclave. Oh, mais c'est si drôle, tu trouves pas? Non, je ne trouve pas. Au secours. Il a l'air de bien s'amuser. Tant mieux. Parce que j'ai d'autres projets en tête pour lui. Mais pas sous cette forme. Je me demande... Cesse donc de réfléchir. Aide-moi. Choisissez, madame. Puis-je faire ce que je veux? Ce que vous voulez. Mais plus ce sera petit, plus ce sera commode. Ah, une puce? Une puce, si vous voulez. C'est gai. Je vais finir mes jours écrasés. Merci bien. Quand tu te gratteras, pense à moi. À peine étais-je devenu puce que le mendiant partit, m'emmenant avec lui. Pauvre de moi, le matin tout béat de joie, et à midi une simple puce. Voilà qui augurait plutôt mal de la soirée à venir. Et si je ne trouvais pas mon histoire, je serais bouilli dans l'huile. On perçoit la vie autrement quand on est une puce. Au dehors, c'est le froid et la faim. Au dedans, il fait tiède et les estomacs sont pleins. Notre ami le mendiant nous conduit, moi et ses autres puces, jusqu'aux cuisines, où l'huile frémit déjà dans l'immense chaudron. Et voilà mon mendiant, en fait je devrais l'appeler mon casse-croûte, qui va essayer de tenter le cuisinier. Comme ça brille, comme c'est beau. Les yeux du cuisinier scintillent, grande est sa cupidité. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est de l'huile bouillante. Elle est prévue pour l'un de mes amis à bouffon qui raconte des histoires à moins que rien une puce. Son temps viendra bientôt. Pose donc tes brindilles ici. Mais certainement. Alors tu prétends que tu peux souffler dessus et que seule celle du milieu s'envolera pas les autres. Mon or est à toi si je mens. Un repas, tu me dois si je gagne. Mhm. Tu as triché. Pourquoi? Je peux le faire moi aussi. Essaye voir. Mes deux doigts. Ce n'est pas si facile. Un autre pari. Oh, mes pauvres doigts. Oh, oh, mes pauvres doigts. Ceci est plus simple. Je te parie tout mon trésor que je peux bouger une oreille et pas l'autre. C'est impossible, mais je n'essaierai pas. Va chercher le médecin, va chercher le médecin du filet. Comme tu voudras. Je parie. Je veux ton or. Je parie. Maudit sois-tu. Tu as triché. C'est un tricheur. Non. J'ai dit que je pouvais bouger une oreille et pas l'autre, et c'est cela que j'ai fait. Tu me prends pour un imbécile. Je peux en faire autant moi-même. Mon oreille.
Oh, mon oreille. Oh, mes doigts et maintenant mon oreille. Pauvre type. Comment ça, pauvre type? Comment ça? Et moi alors, pauvre puce? Pauvre type et quoi encore? Il n'a que quelques bouts en moins, lui, alors que moi j'ai tout perdu et je ne suis plus qu'une puce. Oh, pardon. Et bientôt, la nuit tombe sur le palais royal, et voici que sonne l'heure où le roi demande son histoire. Et moi, je me retrouve emporté jusqu'à la cour dans le manteau du mendiant. Où est mon conteur d'histoire? Qu'on aille me le quérir. Sire, il y a là un homme venu de loin qui voudrait vous divertir. Je ne veux pas qu'on me divertisse. Je déteste qu'on me divertisse. Je veux mon histoire et je la veux tout de suite. Majesté, permettez-moi de vous rendre hommage, pouilleux mendiant que je suis. Il pue. Mais je suis mendiant, prince, et c'est mon métier de sentir mauvais. Oh, je suis capable de bien des offenses, et pas seulement envers votre nez. Et je sais lancer ma corde d'une manière fort étrange. Très habile. Encore. Faites autre chose. Il peut faire autre Je chose. le peux. Où a-t-elle disparu? Je la veux, je la veux. Où est-elle passée? Le prince veut la balle, messire, obéissez. Elle est au sommet de la corde. Puis-je aller la chercher? Il ne sait pas grimper à la corde. Rien de plus facile. Maintenant, il peut grimper. Sois prudent. Que fait-il là-haut? Descends maintenant. Descends maintenant. Et où était-il passé? Où était-il? Qu'était-il devenu? Tous regardaient, tous se lamentaient, mais le prince avait disparu. Le mendiant gratte sa barbe, hausse les épaules, et soudain un objet brillant tombe du ciel. La balle. Tout est silencieux. Rien. Et puis un balbutiement, des chuchotements, des murmures, des coups d'œil et l'indignation, des grognements couverts par le terrible hurlement du roi. Dans l'huile. Oh non, j'essaie d'appeler au secours, mais personne ne peut m'entendre. Finir comme ça, une puce à rien du tout, un insecte bouilli dans l'huile. Non, pas dans l'huile, pas dans l'huile. Te voilà, vagabond. Approche un peu. C'est terriblement chaud. Dans l'huile qui bouillonne. Et dedans. Fais attention. T'inquiète pas, ma puce. Ça n'est pas juste. Ça ne devrait pas se produire. Elle est bouillante. Mais les voilà, mes doigts. Les revoilà. Oh, voilà mes doigts, les revoilà. Voilà mon oreille. C'est mon oreille. Mon oreille est revenue. Où est la balle? Qu'avez-vous fait de la balle? Rendez-la moi. Regardez. La cour entière s'émerveilla, mais qui pourrait s'en étonner? Parce que ni vu ni connu, qu'était-il devenu? Le mendiant avait disparu. Mais et toi, qu'étais-tu devenu? Où étais-tu passé? Où étais-je? Oui, c'est vrai, je n'étais plus une puce, je n'étais plus rien. Je flottais au-dessus du palais, j'étais un courant d'air, un élément, rien de plus. Et puis tout à coup, je suis tombé à toute vitesse vers le sol, et le sol montait à toute vitesse à ma rencontre, et... J'ai sûrement fait un rêve. Rien de tout ça n'est arrivé. Sa Majesté réclame son histoire. Oui. Qu'en dis-tu? J'y vais.
La journée est presque achevée, et je n'ai pas entendu ton histoire. Sire. Tu te rappelles mes conditions? Oui, sire. Alors, vas-tu me raconter une histoire ou non? Mais il n'en a pas, sire. Il n'en a plus. Laissez-moi l'emporter. Est-ce qu'on va le faire bouillir? Je n'ai pas d'histoire, sire. Laissez-moi vous expliquer ce qui m'est arrivé. À mon réveil, ce matin, dernier jour de mon châtiment, ma femme dormait à mes côtés, le soleil brillait, il n'y avait pas en votre royaume d'hommes plus heureux que moi. Mais, soudain, je ne savais plus d'histoire. Plus une seule. Alors je sortis marcher dans les jardins. Et à ce moment-là, tout commença à aller très mal. C'est ainsi que je racontais au roi mes aventures et toutes ces affreuses histoires de lièvres, de puces et de mystères. La pire journée de ma vie, la cruauté de ma femme, l'huile bouillante. Et quelle histoire ce fut, quelle belle histoire. Les larmes coulaient sur mes joues, sur celles du roi, sur celles du cuisinier et celles de la reine. Et quand j'achevais mon histoire, il y eut un silence terrible. Voilà, Majesté, je n'ai pas d'histoire à raconter. Mais monstre, c'est une merveille ton histoire. Une merveille. Et tout à coup, la cour entière se leva et m'applaudit, me félicita. Et il fallut la raconter encore et encore, car c'était la plus belle histoire du monde. Alors je compris ce que le mendiant avait fait pour moi. Il m'avait offert une histoire. Il m'en manquait une, et lui me l'avait donnée. Et alors? Et ta femme? Oh, elle était envoûtée par le mendiant. Oh, c'est bien ce que je pensais. Sinon, ça aurait été bien cruel d'embrasser le mendiant et de te transformer en puce. Elle était ensorcelée, c'est évident, et elle l'est encore, je suppose. Elle était tellement séduite par sa magie qu'elle est partie à sa recherche. Je ne l'ai plus jamais revue. Quant au cuisinier, il jeta son huile et il garda mon caillou. Et quand passe un mendiant affamé, il lui donne de la soupe. Et voilà comment l'histoire fut perdue puis retrouvée. Et on la raconte encore aujourd'hui parce que le roi ne veut écouter qu'elle. Seulement on a changé la fin. La femme revient auprès de son mari, le conteur, et le conteur devient roi, tu sais bien, comme dans les belles histoires. Elle était si jolie, avec ses cheveux roux. Est-ce que tu as faim? Je dois avoir un os quelque part. Que veux-tu que j'en fasse? On peut en faire une soupe. Essayons toujours. Il y a bien longtemps au Moyen-Âge, les conteurs connaissaient 1000 monstres et 1000 merveilles dont ils firent des histoires. Et ces histoires se transmirent et se racontent encore, le plus souvent au coin du feu. Et moi, je suis le dernier conteur des monstres et merveilles. Imaginez une nuit noire, une nuit glaciale, une nuit comme celle-ci. Et au fond des bois, une cabane où le fermier et sa femme sont couchés pelotonnés sous la couette de plumes. Et sous cette couette, le fermier se réveille.
Alors, il tend la main pour caresser sa femme, mais au lieu d'un visage, il touche un orteil, parce que la fermière dort nez à nez avec leur chien et que le chien est roulé en boule sur la couette à leurs pieds. Et quelle race de chien? J'en sais rien. Un chien, n'importe quel chien. N'importe quel chien? Ah ben, ça commence pas bien. C'est sûr que ça va me plaire. Oh, non! Rien que cette nuit. Ne sois pas sotte, femme. Je veux essayer, je n'ai rien à perdre. Pourquoi mets-tu ta tête au pied du lit? Qu'est-ce que ça peut changer? La sage-femme dit que ça pourra peut-être m'aider. Nous n'aurons jamais d'enfants. Si tu as envie de compagnie, fais venir une des veuves du village. Allons, rapproche-toi de moi. Tu vas me réchauffer. Mais la femme du fermier ne voulait pas de la compagnie d'une veuve. Elle voulait un bébé. Et elle le voulait depuis si longtemps, des mois, des années, des siècles, qu'elle ne supportait plus de voir naître un agneau, ni un veau, ni de voir éclore un poussin, car son cœur était rempli d'envie. Et le fermier croyait devenir fou à la voir consulter ses grimoires et confectionner ses charmes et ses remèdes. Oh, mais ça pue! Non, c'est bon. Si tu le dis. C'est un breuvage reconstituant, à boire chaque soir et chaque matin. Je veux un enfant. Ça me serait égal qu'il soit différent des autres, qu'il porte du poil ou même des plumes, ou qu'il soit plus laid qu'un hérisson. Je veux un bébé que j'endormirai le soir, en le berçant au creux de mes bras, en chantant pour lui tout bas des chansons dignes d'un roi. Mais il est dangereux de désirer quelque chose sans se soucier de ce qui arrivera. La femme voulait son bébé, le voulait tellement qu'elle acceptait n'importe quoi. Aurait-elle donné le jour à un hérisson qu'elle l'aurait nourri à son sein? Et à crier si fort, elle finit par être entendue. J'accepterai n'importe quoi, dit-elle. Et son vœu fut exaucé. La femme du fermier eut le ventre qui enfla. Elle crut que c'était grâce à ses breuvages et aux nuits qu'elle passait à l'envers. Mais bien sûr, ce fut tout simplement la phrase qu'elle avait dite qui joua le tour comme il est d'usage dans les vieilles histoires où les fermières désirent avoir un enfant. Elle eut son bébé. Elle eut dans le creux de ses bras une petite boule, aussi laide qu'un péché mortel avec son nez pointu et ses poils drus tout au long du dos. Les hérissons n'ont pas de poils. Ils ont des piquants. Oui, mais ce petit hérisson-là avait des piquants plus doux qu'un duvet d'oison, et sa mère lui donna le sein et le berça au creux de ses bras en chantant pour lui tout bas des chansons dignes d'un roi. Elle lui donna le nom de Hans Piquedou. C'est ainsi qu'elle l'appela. Oui, la mère aimait son bébé, elle l'aimait de tout son cœur, mais elle était la seule. Oh, vous avez vu ça? Quelle horreur! On dirait un hérisson! Ils se moquent de nous. Oh, ils sont plus laids qu'une bête! Oh, c'est horrible! Ne les écoute donc pas. Ah, moi j'aurais honte à leur place! Un monstre! Oh, un monstre! On rentre chez nous. Je n'ai pas fait mes courses. Tu n'as pas honte de le montrer à tout le monde? Allons, ne pleure pas, mon bébé. Pleurer, tu appelles ça pleurer? Mais écoute-le! Vas-tu arrêter ces couinements? Car... Et le fermier se mit à haïr son fils Hans, le hérisson. Là-bas, dans les champs, il coupait, il sciait, il labourait, il moissonnait, mais tout en peinant à sa tâche, le rouge de la honte lui montait au front et la peine lui brisait le cœur. Et puis la colère lui serrait les poings, et peu après les larmes, de grosses larmes éclaboussaient ses sabots. Oh. Et le temps passa. Les jours succédèrent aux jours, les semaines aux semaines, et Hans Piquedou grandit. Hé la bête! Hérisson, paillasson, Pigasson! Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Crasseux! Fouille crasseux! Et Hans Piquedou apprit qu'il était étrange. Il apprit qu'il était laid. Il apprit à être triste. Il apprit les noms qu'on lui donnait. Fouille crasseux! Je n'en peux plus. Mais qu'ils se taisent, ça suffit! Dehors! Dehors! Tu n'as qu'à manger dehors avec les autres bêtes!
Reviens! Hans les entendait, mais il ne voulut pas répondre. Il resta dehors toute la nuit, son coq pour seul compagnon, et il pensa jusqu'à ce que ses pensées passent avec les nuages. Sa mère ne pouvait pas dormir, son père errait dans la nuit, le remords planté comme un pieu au cœur de son cœur. Au matin, épuisé, désespéré, le fermier revint à la ferme, et là, endormi sur le seuil, il trouva Hans, son fils, le hérisson. Toute la nuit, je t'ai appelé. Toute la nuit, je t'ai cherché. Père, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Oui, et quoi donc? Je veux que tu ailles au village et que tu fasses faire une selle pour mon coq afin que je puisse le chevaucher. Et je veux que tu me donnes des moutons, des cochons et des poules. Et puis quoi encore? Tu veux ma ruine? Je sais lesquels je voudrais et ils seront heureux de me suivre. De te suivre? De te suivre où? Là où je vais. Et je vais loin, très loin, là où je ne ferai souffrir personne et où personne ne me fera souffrir. Et quand vas-tu partir pour cet endroit lointain au-delà des souffrances? Dès que j'aurai la selle. Hans, tu ne peux pas partir. Que dira ta mère? Ta mère qui t'aime tant. Père, toute la nuit je suis resté dehors pour tenter de comprendre pourquoi tu ne m'aimes pas. Et j'ai pensé et pensé jusqu'à ce que mes pensées passent avec les nuages. Et tout est bien désormais. Quand j'aurai la selle, je partirai. Le fermier sentit la honte en son cœur. Alors il alla quérir une selle pour le coq rouge et il rassembla les animaux que son fils avait demandés. Et il dit à sa femme de préparer la besace. Et pendant tout ce temps, le hérisson se tenait sur le seuil et attendait. Quand tout fut prêt, il vint trouver sa mère qui l'embrassa fort, et puis son père. Et pour la première fois, le père toucha son fils. Et il sentit que sa toison était douce au toucher, douce comme un duvet d'oison. Ils le suivirent du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse. La mère sentit une fêlure dans son cœur, étroite comme une entaille, mais jour après jour, l'entaille s'élargit jusqu'à ce qu'un soir, peu de temps après, elle s'élargit tant que le cœur se fendit en deux et qu'elle en mourut. 20 ans plus tard, il arriva qu'un roi s'égara dans la forêt, et une fois perdu, il se perdit davantage encore. Il fut tellement perdu qu'il se mit à se gratter l'oreille, signe évident de perplexité chez un roi égaré. Mais tout à coup, il entendit un chant triste et heureux à la fois, un chant doux et amer qui portait avec lui les frissons du matin et les lueurs du soir. Et tout en se gratouillant l'oreille, il suivit la musique et arriva dans une clairière. Droit devant le roi se dressait le palais le plus extraordinaire qu'on puisse imaginer. Je suis extrêmement confus. Je suis extrêmement affamé. Et quelque part là-bas, il y a bien longtemps, j'étais un roi. Et vous voilà assez perdu et assez affamé pour venir frapper à la porte de la bête. Ma foi, oui. Sire, soyez le bienvenu dans ma demeure ainsi qu'à ma table. Ainsi le roi prit place à la table du hérisson. Il se reput de verdure verdoyante, de fruits fruités, de gibier giboyeux et des jus les plus juteux. Quel magnifique accueil. Après le souper, son hôte prit la cornemuse et il joua de vieux airs et des chants doux et amers qui portaient avec eux les frissons du matin et les lueurs du soir. Et avant même d'avoir eu le temps de penser qu'il avait sommeil, le roi dormait profondément. Le matin suivant, le roi se réveilla. Il avait dormi du plus profond sommeil et fait de merveilleux rêves. Il ouvrit les yeux et il les referma presque aussitôt. Et puis il les rouvrit et les referma encore parce qu'il se trouvait sous un arbre qui lui était tout à fait inconnu. Et parce que, ô merveille, les branches de cet arbre caressaient de leur ombre la frontière de son royaume. Alors il se mit à danser comme seuls savent danser les rois qui se sont perdus puis retrouvés. Une gigue, une cabriole, une pirouette. J'ai entendu 100 fois cette histoire, et tu la racontes très très mal. Tu oublies de dire que le roi avait voulu remercier son hôte et son sauveur et qu'il lui avait promis en récompense tout ce qu'il voudrait. Et que son hôte avait répondu: accorde-moi comme présent le premier de tes sujets qui viendra t'accueillir en ton royaume. Le roi ne refusa point parce qu'il savait très bien que le premier à venir l'accueillir serait son fidèle compagnon aux oreilles flottantes et au museau humide, le chien royal. Alors le roi fit sa promesse et le hérisson lui dit: je viendrai prendre possession de mon bien dans 1 an et 1 jour. Et hop, d'un seul bond, il enfonça sa grotesque monture. Il disparut.
Mais hélas, tout était écrit dans le grand livre du temps. Et ce ne fut pas le compagnon fidèle aux oreilles flottantes et au museau humide qui salua le roi le premier. Oh! Alors le roi lâche la princesse de douceur et de sucre roux et son regard s'assombrit. Puis il frissonne, il tourne brusquement le dos à la princesse et au chien et part se cacher pendant 1 an et 1 jour. Regardez bien, voici la grande salle du palais royal. Et voici un merveilleux conteur beau comme un astre et sage comme un vieil hibou que l'on a chargé de divertir la famille royale. Le roi? Naturellement, le roi avait compté et recompté les jours l'un après l'autre et il savait qu'une année entière s'était écoulée depuis sa promesse à la bête, sa folle promesse. Demain, vous devez vous en rappeler, demain le seigneur Hérisson va venir au palais chercher sa récompense. La princesse. Je me débrouille pas mal, non? Qu'on le jette dehors, ce diable maudit! Qu'on l'enferme au donjon! Qu'on le dépaisse et qu'on le donne au pacte pour aucun royaume et que ses restes soient servis à son chien! Non, lâchez-moi! Lâchez-moi! Majesté, une immense armée s'approche de nos portes. Que dis-tu? Une armée d'animaux, sire. Je vous l'avais bien dit. Sire, je t'ai entendu. Ah. Qu'on le roue. Bien. Non, laisse-moi, pousse-toi mon chien, je veux écouter ça. Souvenez-vous de moi. Oui, messire. 1 année, tout un jour se sont passés depuis notre dernière rencontre. Tiendrez-vous votre promesse envers moi? Je la tiendrai. C'est vrai. Savez-vous qui je suis, madame? Je le sais, Seigneur. Vous avez sauvé mon père, il vous doit la vie. Que savez-vous de la promesse qu'il me fit? Il a promis de vous donner celui de ses sujets qui viendrait l'accueillir. Et qui était-ce? Moi, messire. Je suis à vous. Alors je vous veux pour femme et compagne et que vous me suiviez dans la forêt. Je veux que vous soyez ma princesse de douceur et de sucre roux. Je veux chanter pour vous et je veux vous étreindre. Je veux que vous m'aimiez. Oui, Seigneur. Me trouvez-vous très laid? Non, Seigneur. Moins laid qu'une promesse bafouée. Allons, secoutoir. Debout! Les cloches vont sonner pour la noce et tous les gueux sont graciés. Tous pardonnés au nom de la princesse. Et quel curieux mariage où l'on pleure comme à des funérailles. Bon, très bon des noces. J'aime les noces. Peut-être me demandera-t-on de conter une histoire. Les jours de fête sont nos jours de gloire à nous autres artistes. Ne pleurez pas, madame. Ne pleurez pas, madame. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour... Ce fut un mariage triste, si triste qu'il vous venait l'envie d'en pleurer. Cette nuit-là, ce fut une princesse terrifiée qui s'allongea sous la couette de plumes pour attendre que son époux la vienne rejoindre. De douceur et de sucre roux, la princesse, silencieuse, ne pouvait en croire ses yeux.
Elle se glissa sans bruit jusqu'à la fenêtre, regarda au dehors, et là elle vit, entre les gouttes de pluie et les larmes du vent, elle vit un homme au milieu des bêtes. Alors elle alla jusqu'au manteau de piquant abandonné par terre. Elle le toucha, le trouva souple, moelleux, chaud, doux, comme un duvet d'oison. Et les premiers frissons du matin l'éveillèrent et ses rêves se brisèrent en éclats de diamants. Et elle se vit couchée dans son lit, tandis que devant l'âtre se tenait la bête, son époux, son seigneur, redevenu un monstre. Avait-elle donc tout rêvé, son époux sous la pluie, le poil abandonné? Sûrement, elle avait dû rêver. Pourtant la nuit revint et le rêve avec la nuit, son époux penché sur elle et les yeux clos, prétendant qu'elle dormait, et la caresse sur sa peau tiède, la caresse si souple, si aimante et si tendre qu'elle eut envie de sangloter de douceur. À nouveau, elle alla jusqu'au pelage abandonné. Elle le caressa, y posa la joue et le trouva tiède et doux comme un duvet d'oison. La bûche brûlait dans l'âtre, la fourrure était si chaude et la nuit si paisible que la princesse de Sucreroux ferma les yeux et laissa le sommeil l'emporter. Seigneur, je me suis éveillée, j'étais seule et j'ai vu sur le sol votre pelage de bête. Et lequel choisis-tu pour époux? L'homme ou la bête? J'ai un époux, Seigneur, et il est ce qu'il est. Rien de plus, rien de moins. Alors pardonnez-lui, madame, s'il doit reprendre son pelage, car un enchantement m'oblige à le garder. Mais si vous n'en dites rien à personne, au bout de 3 nuits, l'amour loyal brisera la malédiction à tout jamais. Je le promets. Nous savons tous ce que valent les promesses. Les promesses de princesse. Et les secrets, à quoi serviraient-ils sinon à être dévoilés dans l'ombre? Les secrets se tortillent, se trémoussent. Ils dansent dans nos estomacs, ils nous chatouillent et ils nous démangent, ils nous piquent, ils nous brûlent. D'ailleurs, voyez-vous, la princesse avait une mère, et les mères savent attraper ces affreux petits secrets qui ne demandent qu'à sortir. Les mères connaissent le secret qui permet d'attraper nos secrets et nos promesses. Et il en fut ainsi car la reine, ce matin-là, vit combien sa fille était transformée, toute riante et souriante. Alors qu'elle ne savait plus rire. Tu as faim? Depuis des jours. Oui. Bon. Bien dormi? Oui, il ne souriait plus depuis des mois. Problème avec la créature? Non, mère. C'est mon époux et non une créature. Écoute, ma fille. Hier soir, ton père le roi et moi sommes allés trouver le mage pour lui dire cette tragédie. Et il connaît bien cette créature, cet époux qui est le tien. Il connaît aussi le remède, car le monstre est ensorcelé, le sais-tu? Je le sais. Ah bon? Je veux dire que je sais que c'est possible. C'est même certainement ça. Oui, je vois. Il est ensorcelé. C'est lui qui te l'a dit, n'est-ce pas? Non, je vous jure que non. Je vous assure, j'y ai pensé moi-même. Ah. Est-ce qu'il enlève son pelage? Non, il ne l'enlève pas. Il n'y a qu'une façon de briser l'envoûtement, c'est de jeter la fourrure dans le feu, de lancer le poil dans les flammes. Alors ton époux sera libre. Ça n'est pas vrai. Alors, il t'a tout dit. Oh. Cette nuit-là, la 3e nuit, tout se passa comme les 2 précédentes. La princesse ne pouvait oublier le conseil de sa mère et... Mon Dieu, mon Dieu... Je t'en prie, mon époux. Je t'en prie, le parfum. Ma fille! Pauvre princesse de douceur et de Sucreroux. Elle restait là devant la cheminée, pleurant et ne voulant voir personne.
pas même moi qu'elle aimait tant. Elle resta seule et elle pensa jusqu'à ce que ses pensées passent avec les nuages. Alors elle décida de ce qu'elle allait faire. Elle courut chez le forgeron qui lui forgea des sabots de fer. Et cette nuit-là, lorsque tous furent endormis, elle se glissa hors du château et s'en alla parcourir le monde à la recherche de son époux. Elle marcha tant qu'elle usa ses sabots de fer, mais elle ne trouva pas trace de son époux. Et parmi ceux qu'elle interrogeait, nul ne l'avait vu. Alors elle se fit faire une seconde paire de sabots de fer, et elle l'usa à son tour marchant de par le monde à la recherche de son époux. Puis elle se fit faire une troisième paire de sabots de fer, et elle reprit sa route espérant toujours entendre un chant doux et amer qui portait avec lui les frissons du matin et les lueurs du soir, mais rien. Et puis un jour, la princesse aux sabots usés arriva devant un ruisseau et elle s'agenouilla dans l'herbe et elle vit au reflet de l'eau que ses cheveux étaient blancs. Elle pleura sur sa jeunesse, elle pleura sur ses cheveux roux, elle pleura sur son époux. À la santé de la belle princesse qui ne peut tenir sa promesse un seul jour. Mon époux? Comment m'as-tu trouvé? J'ai parcouru le monde pour te trouver. Et j'ai usé la semelle de 3 paires de sabots de fer. Et mes cheveux ont perdu leur couleur. Mais je suis venue te chercher. Car je veux t'étreindre et t'aimer et vivre avec toi tout mon reste de vie. Ainsi, la princesse qui n'avait pas su tenir sa promesse reconquit le cœur de son époux car elle avait marché jusqu'au bout du monde pour le retrouver au-delà de sa jeunesse. Il advint que ses cheveux retrouvèrent leur couleur, que jeunesse lui revint et que les cloches de ses noces sonnèrent à nouveau. Et nous fûmes invités. Et je leur racontais monstres et merveilles et cette histoire étrange qui porte en elle les frissons du matin et les lueurs du soir. Et elle me fit présent d'un sabot usé jusqu'au bout. Et le voici. Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place auprès du feu, c'est celle des monstres et merveilles. D'après un ancien conte allemand, pour commencer par le commencement, comme il est d'usage lorsqu'on raconte une histoire, je dois vous montrer le destin dans le cercle de cet anneau. La fille dont le doigt pourra passer dans cet anneau, celle-là deviendra reine, c'est ce que dit la loi. Quelle chance est là, murmurez-vous? Oh non.
Un roi avait 3 filles. 2 étaient laides et mauvaises comme un péché, et la 3e était bonne. Le roi, qui était veuf depuis longtemps, n'avait de joie qu'auprès de ses enfants. Mais les enfants grandissent, et ses filles, un jour, suivraient un époux. Ce jour-là, le palais serait vide. Je dois trouver une femme pour me consoler, pensait le roi. Voici l'anneau nuptial, passé de reine en reine, de doigt en doigt depuis la nuit des temps. Mais pour donner une reine au roi, il faut que l'anneau aille à un doigt. Que celle qui veut épouser le roi s'approche et vienne au château y présenter son doigt. L'heureux élu sera comblé de présents. Il ne peut pas faire ça. Il est trop vieux pour se remarier. Il va sans doute mourir très prochainement. Je ne trouve pas qu'il soit trop vieux. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que marmonne? Non, je sais ce qui va se passer. Une harpie va se présenter, l'anneau lui ira, ils se marieront, et puis il mourra, et c'est elle qui héritera tout. Voilà ce qui va se passer. Plus les sœurs s'énervaient à penser à leur future belle-mère, plus elles se montraient méchantes envers Belle-Chagrin, la plus jeune des 3 sœurs. Lorsque leur père fut parti à la recherche d'une épouse, elles la tourmentèrent, elles l'injurièrent, elles se moquèrent d'elle, elles l'affamèrent. Qui est trop grosse, disait-elle en mangeant ce qu'on lui avait servi. Dis donc, elles sont méchantes, ces sœurs. Très méchantes, mais elles comptaient sans les amis de Belle-Chagrin. Toutes les créatures de poils ou de plumes qui vivaient dans ses poches et se perchaient sur ses chaises. Et quand la belle regagnait sa chambre, elle y trouvait des merveilles de noix, de fruits et de baies et toutes choses délicieuses. Papa, comme vous nous avez manqué. Oh oui, nous avons pleuré chaque nuit. Nos yeux ne sont-ils pas tout rouges? Ils le sont, je le sais. Pas de femme, père? Non, l'anneau s'est montré cruel. Aucune n'a pu le porter. Oh, c'est la fatalité. L'anneau ne veut pas d'une reine. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais qu'avez-vous besoin d'une femme puisque vous nous avez? Oh, nous vous aimons tant, papa. Je sais, mais où est votre sœur? Oh, qui sait? En train d'aguicher un soldat ou s'empiffrer. Vivante. Il va bien finir par aller à quelqu'un. C'est révoltant. Vivante. Moi, je trouve que c'est nous qui devrions être reines. Toutes les 2. C'est vrai. Vivante. Que se passerait-il si l'anneau t'allait? Toi, moi? Vivante. Que ferait-il? Terminé. Tant mieux! Tant mieux! Envoyez toutes ces femmes! Faites-les sortir d'ici! Il ne voudrait pas se marier avec nous. Mais alors, il ne pourrait plus épouser personne. Ce serait encore mieux. Suis-moi! D'abord-moi! Oh non, il est 10 fois trop gros! Essaye-toi, tu as des doigts énormes. Ce n'est pas vrai. Non, il est coincé. Oh, il est complètement coincé. Attends. Oh, mais fais quelque chose. Oui, mais quoi? Mais regarde, mon doigt est tout enflé. Le sang circule plus. Je peux vous aider? Au secours. Toi, va-t'en. Va-t'en. Oh, laisse-la faire. Elle est plus adroite que toi pour ces choses-là. Mes enfants, tout le monde va bien? Très bien, papa. Pourquoi poussiez-vous ces hurlements? Des hurlements, papa? Quelqu'un hurlait dans cette salle. Je l'ai entendu. Ramasse-le. Alors la petite Belle-Chagrin fait un geste qu'elle va longtemps regretter. Elle obéit à sa sœur, elle se penche et... Oh, folle! Elle s'incline. Oh, l'impudente! Elle ramasse l'anneau royal et elle le glisse à son doigt pour ne plus le perdre. Quoi? Hélas! Où est l'anneau de votre mère? Elle s'amusait avec, père. On ne voulait pas la dénoncer. Ce n'est pas vrai. Oh, la menteuse. Ne t'en mêle pas, toi. Petite chérie, Ce n'est pas vrai. Ah bah ça, c'est pas juste. qu'est-ce que tu portes là, à ton doigt? Oh, non, non, pas ton doigt. Il lui va. Il lui va. L'anneau est à peine à son doigt que déjà la nouvelle enflamme le palais, chacun de murmurer « L'anneau va à la plus jeune fille du roi ». Je ne peux pas épouser mon père. Mais tu ne peux transgresser la loi. Je ne peux transgresser la loi. Tu ne peux pas épouser ton père. Je ne peux pas humilier mon roi. Mais tu ne peux pas épouser ton père. Mais l'anneau... Mais l'anneau est l'anneau. Sire,
C'est la loi de l'État. L'anneau est au doigt de votre fille. Vous devez l'épouser. Alors je devrais me couper le doigt. Pourquoi t'es-tu amusé avec cet anneau? Pourquoi l'as-tu porté? La cérémonie, quand doit-elle avoir lieu? Dès que possible, sire. Mais donnez-moi d'abord une robe de la soie la plus pâle. Une robe couleur de lune. Je ne me marierai pas sans elle. Très bien. Nous vous obéirons, belle princesse. La princesse, toute à sa détresse, pense et pense et pense encore. Et elle pense tant et tant que l'idée lui vient. Il leur faudra longtemps pour trouver cette robe. Mes amis, vous allez tous vous mettre à l'ouvrage et m'aider. Magnifique. Je veux maintenant une robe de nuit d'été, une robe couleur d'étoile. Pour le soir de mes noces. Sire, où trouvons-nous pareille parure? Faites ce qu'elle demande. Une robe de nuit, toute parsemée d'étoiles. Et les cavaliers du roi s'en vont par le royaume et au-delà des mers à la recherche de la robe merveilleuse. Mais pendant ce temps, dans la chambre de Belle Chagrin se tisse un autre habit, un habit de magie plus merveilleux encore. Magnifique. Magnifique. On dirait de vraies étoiles. Sire, le conseil vous attend. Votre peuple déjà s'impatiente. Quand vous mariez-vous? Ma fille? Cette robe est pour le soir des noces. La première sera pour la procession. Mais il me faut encore la robe de mariée. Je la veux d'or pur. Une robe de soleil. Apportez-moi cette robe. Et le lendemain, nous serons unis. De l'or, a-t-elle dit. De l'or, un éclat de lumière. Apportez-lui la robe, et ils seront mariés le matin suivant. De l'or, une robe de lumière. Tandis que les tailleurs coupaient la soie tissée d'or pur, Belle Chagrin demeurait enfermée dans sa chambre. Nuit et jour, l'huile brûlait dans la lampe, mais la porte restait close. Seules ces créatures de poils et de plumes allaient et venaient, laborieuses, rapides, infatigables. Princesse? Oui? J'ai là une robe comme nul n'en a jamais vu encore. Elle est tissée d'or pur. Et 100 ouvrières l'ont cousue pour vous. Elle est telle que je la voulais, semblable au soleil. Nous nous marierons demain. Il faut. Nous serons mariés. Demain matin. Oh, pauvre roi. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible, ils vont pas se marier. Ma foi, la loi dit qu'il le faut. Et la fille a reçu les robes qu'elle demandait. Non, l'anneau va, le festin les attend, mariés au matin. Écoute, les cloches sonnent, les rues se remplissent. Seule Belle Chagrin demeure, silencieuse dans sa chambre. Votre Altesse, sortez. Le roi vous attend. Et oui, c'est elle, c'est Belle Chagrin, une étrange créature de poils et de plumes. Voilà ce qui s'est préparé dans le secret de sa chambre, la voilà. Cette créature, la voilà, la malheureuse princesse. Elle se sauve, elle s'échappe, son passé rejeté, mais son futur est à elle. 2 années plus tard, une pauvre créature de poils et de plumes gardait les oies dans les jardins d'un roi et frottait le sol de ses cuisines. C'est la princesse. Princesse des serpillères, oui. Princesse aux mains sales, peut-être. Princesse des dalles de cuisine, certainement. Et un jour, Où est le cuisinier? cette princesse rencontre un prince. Où est le cuisinier, tu le sais? Tu ne le sais pas?
Tu peux parler? Non, ça ne fait rien. Tu lui feras ce message. Ce soir, il y a un grand bal au palais. J'ai vu le menu et je veux qu'il y rajoute de l'oie. Il sait comment je l'aime, rôtie et farcie d'orange, cuite dans la pâte. Quel est ce regard? C'est un regard. S'il y avait un impôt sur les regards, nous serions tous des mendiants. Sire, Quel est votre nom? je n'en ai pas. Ici, on m'appelle Grissouillon. Eh bien, mademoiselle de Grissouillon, sachez qu'on ne regarde pas les princes. Ça n'est pas poli quand on est aussi laide et aussi misérable. Pourquoi manger de l'oie? Elles ne vous ont fait aucun mal. Il se trouve que j'aime l'oie. Moi aussi. C'est pour cela que je ne les mange pas. Faites passer mon message et prenez ça pour vos manières. Des oies rôties aux oranges. Une douzaine. Cette nuit-là, elle se tenait bien droite, les 12 oies truffées d'orange, bien raides sur la table royale, tandis que les danseurs dansaient et que les filles portaient les colliers de leur mère. Le prince était là, beau, admiré, solitaire. Les mères le guettaient du coin de l'œil et elles espéraient qu'il ferait danser leurs filles et les colliers avec, mais le prince demeurait immobile. Soudain, une mystérieuse jeune fille entre dans la salle, une jeune fille couleur de lune, une jeune fille au regard d'argent. Et que pouvait faire le prince, sinon avancer vers elle? Que pouvait-il faire, sinon l'emmener danser? Et ils dansèrent. C'était écrit. Déjà ils se reconnaissaient, déjà ils s'appelaient, comme le noir appelle la lumière, comme la nuit appelle le matin. Mais lorsque la musique cesse... Attendez, je ne sais même pas votre nom, attendez! Oh, mes chéris, le prince reste là, il est médusé, il est mystifié, il est enchanté. Il appartient à la belle inconnue, corps et âme. Le prince a demandé des serviettes propres. Où sont les servantes? Occupées à tout ranger partout. Un autre bal si vite, alors que les chandelles sont à peine éteintes. Hé, Grissouillon, va aller lui porter. Vous avez demandé des serviettes? J'espère qu'elles sont propres. Je suis désolée. Est-ce que je vous dégoûte? Vous me stupéfiez. Écoutez, les chats chassent les rats. Les poules pondent des œufs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines choses ont un rapport avec d'autres choses. Je n'ai rien à voir avec vous. Vous ne me dégoûtez pas parce que je ne pense même pas à vous. Je vois. Allez, descendez. Et ne quittez plus votre sous-sol. Et arrêtez de me regarder. Non, le prince ne voit ni au-delà des plumes, ni au-delà des poils. Et cette nuit-là, le deuxième bal, les beautés vont, les beautés viennent, et dansent les danseurs. Mais le prince solitaire immobile a l'œil fixé sur les grandes portes, le cœur battant, et rien, aucun signe. Puis un chut, un oh, la foule qui s'ouvre en deux. Oui, c'est elle. Toute de nuit vêtue, toute de nuit d'été, toute étoilée. Je dois partir. Non, s'il vous plaît. Je ne peux plus penser qu'à vous. J'ai du mal à vous croire. C'est vrai, je ne dors plus. Où vivez-vous? Que je vous retrouve! Je vis là où les poules chassent les rats et où les chats pondent les œufs. Quoi? Je vous en prie, ne me laissez pas. Qu'avez-vous? Quoi? Vous avez l'air si triste. Personne dans ce grand palais ni dans tous les royaumes n'ose me parler comme vous. Vous êtes amoureux? C'est ça qui ne va pas? Que pourriez-vous comprendre à ce que je ressens? Peut-être avez-vous honte de n'aimer votre belle que pour ses robes splendides. Elle serait vêtue de haillons. Elle serait misérable que je l'aimerais encore. Parce que mon amour a des yeux comme... Oui. Oh, ils sont parfaits. Une voix comme... Oh, elle est parfaite.
Ce ne sont pas ces robes. Mais comment pourriez-vous comprendre? Alors il faut l'épouser. Je le voudrais. Je le voudrais, mais je ne sais pas où elle est. Je comprends. J'ai un problème semblable au vôtre. Quel conseil me donneriez-vous? Eh bien, décrivez-moi celui que vous aimez. Il est beau, riche, Vraiment. orgueilleux et fier. Ah. Que vous dire? Quand je pense à lui, ma tête bourdonne, ma gorge se noue, ma peau me picote et mon cœur fait de petits soubresauts. Moi aussi. Moi aussi. Oh oui, c'est l'amour. Et c'est terrible. Oh, je ne crois pas que je sois amoureuse. Mais si, vous l'êtes absolument. Des petits soubresauts, des picotements. Ah, absolument. Grissouillon! Grissouillon, où diable te caches-tu? Je dois partir. Oui. Et écoutez, ne dites à personne que je vous ai parlé. Comme vous voudrez. Oui, parce que vous comprenez que le prince est... Grissouillon! Le prince est grissouillon. Oh oui, le prince a raison, c'est l'amour. Et ce soir-là, à la première étoile, il sort sur la terrasse devant la salle de bal. Bientôt, espère-t-il, bientôt je verrai mon amour. Mais elle n'est toujours pas là. Et c'est le dernier des balles? Pouvez-vous me donner les affaires? Oh, mais écoutez-la, celle-là. Mais qu'est-ce qui te presse? Tu as un rendez-vous d'amour? Voilà pourquoi le prince attend. C'est parce qu'elle fait la vaisselle. C'est merveilleux. Mais l'heure sonne. La soirée s'achève. Et le lendemain, une proclamation est affichée sur les murs du palais. Le prince épousera celle qui pourra chausser la pantoufle. Hein? Mon Dieu, pense-t-elle, l'anneau m'est allé, la pantoufle m'ira. Mais l'anneau a fait son malheur. La pantoufle fera-t-elle son bonheur? Ils sont des milliers à attendre, mais la pantoufle ne va à personne. Tu devrais essayer, on ne sait jamais. Toi, tu as des pieds gros comme des citrouilles. N'est pas vrai. Et notre petite Souillon, notre beauté, tu ne vas pas l'essayer? Si, peut-être. Alors elle monte dans la salle. Mais regardez, regardez qui est en train d'essayer la pantoufle. Tu as les pieds plus gros. Ah, je crois qu'en forçant un tout petit peu. Voilà. Ah, ah. Je l'ai mise. Je l'ai mise. Elle me va. C'est absurde. Elle me va. Ce n'est pas vous. C'est moi. Elle me va, regardez. J'exige que ce beau prince charmant soit mon époux. La proclamation, Seigneur. Le prince doit épouser la jeune femme qui pourra chausser les pantoufles. Princesse méchante sœur. Princesse méchante sœur. Venue de... De très très loin. De très très loin. Fille de... De personne. Je n'ai plus de parents, voyez-vous. Maman est morte il y a 18 ans et papa le mois dernier, il était vieux. Princesse méchante sœur de très très loin, fille de personne. Vous épouserez le prince demain matin. Est-ce que je peux enlever cette affreuse chaussure, s'il vous plaît? Pourquoi? Elle ne va pas avec ma robe. Et puis, elle est très légèrement trop petite, vous voyez? Oh, à peine. Ah oui, oui. Ah, oui, 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 oui. En fait, je crois que je vais devoir pousser un tout petit cri. Ma sœur, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, m'aider à enlever cette exquise petite pantoufle que j'ai au pied parce qu'il va falloir que je pousse un hurlement incessamment tellement j'ai mal
pantoufle. C'est pour les dames. Voyons pas pour les créatures. Qu'est-ce que c'est? Faites-la sortir, jetez-la dehors. Elle s'appelle Grissouillon. Alors? Puis-je? Faites donc. Elle lui va. Impossible. Elle me va. Tiendrez-vous votre promesse? Enfin, ne soyez pas ridicule, vous n'allez pas épouser cette chose. Si. Je vous épouserai. Je tiendrai ma promesse. Quel chagrin. Ma princesse. C'est vous. Chérie, chérie, amour, amoureux, ils se disent des mots tendres. Bien aimé, et tout ce que le prince ignorait, il l'apprit très vite, et tous deux parlèrent, et ils s'expliquèrent ceci, et s'expliquèrent cela, des histoires d'anneaux, des histoires de plumes et de poils, et ils pleurèrent la mort de son cher père. Ils plaignirent la pauvre Grissouillon et pardonnèrent aux méchantes sœurs, et dansèrent, et ils l'appela Belle Gaîté sans chagrin pour toujours. Et après tout cela, ils étaient si fatigués qu'ils s'allongèrent et s'endormirent. Et Seigneur Dieu, si je ne les réveille pas tout de suite, ils ne se marieront jamais.